Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Jean-François Achilly. 0826 300, cet événement majeur, ce coup de force de Donald Trump au Venezuela vous fait réagir ce matin sur l'antenne de Sud Radio, et c'est bien normal. S'agit-il d'un nouvel ordre mondial qui s'installe sous nos yeux et qui vaut pour les trois grands blocs, États-Unis, Russie et Chine, ou ne serait-ce que un épisode de plus dans l'histoire on va dire, relativement récente de l'humanité. Pour en débattre, Emmanuel Macron ici, c'est la question qui est posée. Devait-il condamner Donald Trump? Nous en débattons ce matin avec nos deux invités. Alma Dufour, bonjour. Bonjour. Députée La France Insoumise de Seine-Maritime, et Guilhem Carayon, bonjour. Bonjour. Également vice-président délégué de l'UDR. Je commence par vous, Alma Dufour. Je rappelle la position du président Emmanuel Macron, qui au fond, c'est son communiqué qui est arrivé, certains ont dit un peu tardivement, il aurait pu prendre plus de temps, vu à quel point il était nul. Allez, ça commence bien. Ah bah oui. Qui dit qu'au fond que le peuple vénézuélien s'est débarrassé de la dictature de Nicolás Maduro, qu'il ne peut que s'en réjouir, mais qu'il fallait une transition démocratique au Venezuela. Quel est votre regard là-dessus ce matin, Alma Dufour? Honnêtement, que ce tweet se qualifie, ce communiqué et les expressions du président se qualifient d'emblée pour le concours des plus lâches expressions de l'histoire politique de notre pays et même du monde. Enfin, c'est-à-dire qu'il a même pas nommé le pays en question qui a attaqué le Venezuela et kidnappé son président, c'est-à-dire les États-Unis, sur les réseaux sociaux. C'est absolument affligeant. C'est affligeant. Il n'explique pas aux Françaises et aux Français les vraies raisons de cette invasion. En faisant ceci, évidemment, il laisse croire qu'il y aura une transition démocratique soutenue par le peuple vénézuélien, alors que ce qui se passe sous nos yeux, c'est une invasion pour capter la rente pétrolière absolument gigantesque du Venezuela. Et le président Trump ne s'en est même pas caché, puisqu'en 2023, on le retrouve en train de dire exactement ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire que c'est pas comme s'il n'avait pas laissé plein de preuves de ses intentions réelles et qu'il n'avait pas enchaîné ensuite avec le Groenland, le Mexique, la Colombie. Donc ça n'a rien à voir avec juste le Venezuela et sa transition démocratique. Quelle est votre position à la France Insoumise pour bien la comprendre? Quelle est votre position exacte? Elle est assez simple pourtant. C'est-à-dire qu'il y a un droit international qui a été élaboré par les États après la Deuxième Guerre mondiale, justement pour éviter que des massacres de masse, que des génocides soient commis, que des invasions soient commis, que des escalades meurtrières qui ont coûté la vie à des millions et des millions et des millions de citoyens se reproduisent. Et donc en fait, il y a quelque chose d'assez simple en fait, qui est qu'une puissance étrangère n'a absolument pas le droit de son propre chef d'envahir un pays, quelles que soient les raisons fallacieuses ou réelles qu'elle invente sur le régime, la seule entité internationale qui a un droit de regard sur l'envoi des forces armées dans un pays étranger, ça s'appelle l'ONU. Grande découverte, c'est ça la position de la France Insoumise. Et vous appelez au retour de Nicolás Maduro à la tête du Venezuela? J'appelle surtout à la transition démocratique au Venezuela, au fait que les gouvernants qui sont encore en place et qui sont en fait du chavisme aussi, issus du chavisme, soit qu'on les laisse gouverner. Évidemment, la libération de Nicolás Maduro qui ne peut pas être retenue puisque les charges qui sont retenues contre lui sont parfaitement fallacieuses. Là encore, excusez-moi, mais le Venezuela produit moins d'1% de la cocaïne mondiale. Donc quand on vous dit que c'est une histoire de drogue, c'est vraiment prendre les gens pour des imbéciles. Je le dis comme je le pense. Donc déjà, il faut qu'ils soient libérés et ensuite qu'une transition soit organisée au Venezuela, mais surtout sans les sales pattes, excusez-moi, des États-Unis qui sont là pour voler leur pétrole. Guilhem Carayon. On peut s'interroger longuement sur ce qui constitue sûrement une violation manifeste du droit international par les États-Unis. La réalité et la bonne nouvelle de l'affaire, c'est quand même que le peuple vénézuélien est libéré d'un tyran, libéré d'un dictateur. Je vous rappelle quand même la situation économique au Venezuela sous Maduro et sous Chavez. C'est un seuil de pauvreté qui est immense. Il y a 80% des Vénézuéliens qui vivent sous le seuil de pauvreté. Vous avez un salaire minimum par mois qui a $1 par mois, vous avez un quart de la population. C'est le cas aussi au Bangladesh et personne n'a envahi le Bangladesh. Vous avez un quart de la population au Venezuela
qui a dû fuir le pays. Vous avez un autre quart de la population qui vit dans des conditions humanitaires indignes, c'est-à-dire qui n'a pas accès à l'eau potable, qui n'a pas accès à la nourriture, qui n'a pas accès aux médicaments. Vous avez un régime politique qui est un régime tyrannique avec Maduro, c'est-à-dire l'opposition est réprimée, les manifestations sont réprimées. Il a été élu suite à une élection présidentielle où l'opposante, qui était la favorite de l'élection, a été rendue inéligible pour 15 années, qui a dû s'exiler dans un autre pays. Vous avez 18 000 prisonniers politiques, 18 000 personnes qui ont dormi en prison pendant des années parce que Nicolas Maduro l'avait exigé. Donc moi, je crois qu'au lieu de s'interroger sur des règles qui parfois sont désuètes dans le droit international, il faut d'abord regarder les scènes de liesse que vous avez au Venezuela avec des millions de Vénézuéliens qui sont heureux de voir qu'un dictateur, un bourreau sanguinaire a quitté le pays. Amas Dufour. J'espère que vous n'allez pas vous faire mal aux genoux à force d'être à quatre pattes comme ça, mais c'est hallucinant ce que vous racontez. Alors les scènes, non mais excusez-moi, les scènes de liesse, ça a été démontré en fait, sont des fausses vidéos, des vidéos qui datent d'il y a plusieurs années. Là, il y a en ce moment même des manifestations contre, ça s'appelle un coup d'État, ce qui est en train de se passer, contre le coup d'État, que M. Maduro ait eu une dérive autoritaire, autocratique au Venezuela. Je pense que personne ne les conteste. Mais là, ce que vous êtes en train de dire, c'est un modèle pour Jean-Luc Mélenchon. Taisez-vous, s'il vous plaît. Non, c'est trop sérieux pour dire n'importe quoi. Ensuite, non, excusez-moi. Ensuite, ce que vous racontez sur la pauvreté, sur la pauvreté des Vénézuéliens, c'est tout à fait vrai, mais vous oubliez quand même l'éléphant dans la pièce, c'est que les États-Unis ont mis des sanctions sur le Venezuela depuis 2005. Que ce qui est en train de se passer, c'est que justement depuis 3 ans, le Venezuela était le pays qui avait le plus grand taux de croissance de l'Amérique latine, mais ça personne ne le dit. Si allez vérifier, travaillez s'il vous plaît, ou alors laissez-moi parler. 80% des Vénézuéliens vivent sous le seuil de pauvreté. Et ensuite, vous pensez qu'en laissant les entreprises américaines, vous pensez qu'en laissant les multinationales américaines voler le pétrole des Vénézuéliens, comme elles le faisaient avant qu'ils soient nationalisés en 1976, à leur pur profit, puisque les multinationales américaines, laissez-moi finir, en 1976, messieurs, laissez-moi finir, encore une fois, quand on connaît rien au sujet, on se tait. Donc, avant 1976, je vous explique, les multinationales américaines géraient le pétrole vénézuélien, elles s'accaparaient à elles toutes seules la moitié du revenu de la moitié de la population vénézuélienne. Ce qui est en train de se passer, monsieur, pour que vous compreniez bien, géopolitiquement, ce qui est en train de se passer, parce que comme je vous l'ai dit, le Groenland va suivre, donc nos amis danois, ils sont bien contents qu'on en parle quand même, le Mexique pourrait suivre, etc. Ce qui est en train de se passer, c'est que les États-Unis sont dans une situation économique très compliquée. Ça fait 1 an que j'alerte sur tous les plateaux pour l'expliquer. Très compliqué pour 2 raisons. Le pic de production pétrolière aux États-Unis, il est déjà passé. Deuxième raison, la Chine est en train d'essayer de se débarrasser de l'influence du dollar et commence à contracter avec des pays comme le Venezuela, monsieur Akili, justement, il y a 2 ans, comme le Venezuela, pour en fait échanger le pétrole en dehors du dollar. Non, monsieur, c'est très important ce qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que les États-Unis sont prêts à mettre le feu partout dans le monde pour éviter que le dollar ne perde son hégémonie. Il va vous répondre, Guilhem Carayon, mais juste pour que vous précisiez les choses, vous dites une transition politique avec le pouvoir chaviste en place. Je suis désolé, organiser des nouvelles élections. Oui, non, mais je vous rappelle que Edmundo González Urrutia a gagné l'élection en 2024 et que monsieur Nicolas Maduro est resté en place contre le vainqueur. La vraie transition, ce serait que le vainqueur de 2024 prenne le pouvoir. Je pense qu'à ce stade, ce serait réorganiser des élections, vu tout ce qui s'est passé. Oui. Vous êtes d'accord que ce n'est pas... Vous avez dit tout à l'heure que c'était le pouvoir chaviste qui devait assurer cette transition-là. Écoutez, vous préférez les coups d'État, allons envahir l'Arabie Saoudite, allons envahir le Qatar. Enfin, je veux dire, je voulais corriger ce que vous disiez tout à l'heure. Vous me corrigez ? Oui, parce qu'en 2024, il y avait un autre vainqueur. Non, mais la question n'est pas là. La question, c'est que là, il y a un gouvernement qui est en place. La question, c'est qu'il y a des manifestations monstres dans la rue. Et la question que les seules personnes qui sont aujourd'hui légitimes, monsieur, puisque les États-Unis a organisé cette transition démocratique, elles se trouvent au Venezuela, au gouvernement, pour l'instant. Guilhem Carayon ? Que les États-Unis reviennent à leur tendance très naturelle à l'impérialisme, ça, il n'y a aucun doute. On l'a vu il y a quelques mois. On l'a vu il y a quelques mois en matière commerciale, en matière douanière, une politique tarifaire très agressive à l'égard de l'Union européenne. Là, c'est le cas pour des raisons qui sont politiques, économiques, même géostratégiques. Le Venezuela a des relations économiques étroites avec la Russie, avec l'Iran, puisque c'est le sous-traitant à la fabrication de drones, et avec la Chine, j'y viens, en matière d'exportation de pétrole. Et oui, effectivement, c'est le premier pays en termes de réserve de pétrole au monde, et pour autant, vous avez une population qui a été éloignée de cette source de richesse, puisque vous avez un taux de pauvreté qui est aussi important. Ce qui prouve bien qu'il y avait une oligarchie au pouvoir, ce qui prouve bien qu'il y avait une caste au pouvoir qui s'en mettait plein les fouilles, mais qui parvenait pas à répartir la richesse. Comme aux États-Unis.
Le taux de pauvreté aux États-Unis n'est pas vraiment le même. Non, le mais il est énorme par rapport à tous les pays occidentaux et par rapport à nous. Et je trouve que vous leur tirez bien trop les pompes pour un pays où les inégalités sont revenues au niveau des années 30. Le revenu moyen aux États-Unis est 1500 fois au-dessus. Le revenu minimum aux États-Unis est 1200 fois au-dessus qu'au Venezuela. Pas grâce à M. Trump. 1200 fois au-dessus en tout cas. Donc moi, je crois qu'on peut évidemment s'interroger sur ce qui va se passer ensuite au Venezuela. Et il faut absolument que l'Union européenne, la France, la voix de la France porte pour qu'on ait des nouvelles élections, pour qu'on ait un retour vers un respect de la souveraineté des Vénézuéliens. Mais la réalité, c'est que le monde a changé en fait, et que la politique européenne de naïveté qui consiste à croire qu'on va exporter nos valeurs dans le monde entier, ça n'existe plus. Aujourd'hui, c'est la loi du plus fort, et les États-Unis le prouvent encore. Bon, là-dessus, vous êtes d'accord tous les deux. C'est la reine de la loi du fort. Vous restez sur ces questions, tous les deux. On se retrouve dans un instant. N'oubliez pas, 0826 300 300, vous intervenez dans ce débat de la vérité en face sur l'antenne de Sud Radio. À tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face. Jean-François Akili. 9h47, la vérité en face, consacrée évidemment ce matin à ce coup de force de Donald Trump au Venezuela et ses conséquences. Je rappelle que Nicolas Maduro va être présenté aujourd'hui devant un juge à New York et que le Conseil de sécurité des Nations Unies doit se réunir ce matin sur la question. Guilhem Carayon, à quoi sert l'ONU ? En tout cas, je crois que les règles onusiennes sont aujourd'hui désuètes. Quand vous regardez la charte de l'ONU qui interdit l'intervention armée des États-Unis au Venezuela, on vous dit que l'intervention a pu être autorisée en cas de légitime défense. Donc là, on n'y était pas, c'est pas caractérisé. Ou alors, si les Américains avaient obtenu un mandat express du Conseil de sécurité des Nations Unies à l'unanimité, s'il y avait une atteinte à la paix dans le pays concerné, au Venezuela. Est-ce que vous imaginez une seule seconde que les États-Unis aient pu obtenir un mandat d'un Conseil de sécurité avec les Chinois et les Russes qui ont la possibilité de mettre un droit de veto? C'est absolument impossible, donc ça vous prouve bien à quel point les règles onusiennes aujourd'hui sont devenues désuètes par rapport au monde dans lequel on vit. Et moi, effectivement, je crois au droit international s'il est bien appliqué. Les règles du droit international qui ont été édictées après la Seconde Guerre mondiale, elles sont bonnes si elles garantissent la paix. Aujourd'hui, c'est l'ONU qui devait supplanter la SDN qui avait échoué. Hein. Oui, mais en fait, quand vous avez des règles de droit international qui aujourd'hui protègent des tyrans, protègent des bourreaux, plutôt que protègent les peuples, on peut s'interroger sur la pertinence, sur la légitimité de ces règles. Non, mais attendez, c'est le problème, c'est pas les règles. Mais vous interrogez là-dessus, si, le problème aussi. Oui, le problème. Et des règles, c'est fait pour être changé aussi. Monsieur, bien sûr, mais comment on va pouvoir changer ces règles au moment où l'Union européenne, d'ailleurs, qui est le seul acteur dont vous n'avez pas parlé, vous, monsieur Akili, en début d'introduction, et justement, c'est bien inquiétant parce que, en fait, le seul acteur qui pourrait jouer un rôle justement non aligné, c'est là la position de la France insoumise, entre les grandes puissances qui, on va pas se mentir, sont en train de faire une escalade géopolitique majeure, c'est-à-dire les États-Unis, la Chine, la Russie. Justement, s'il n'y a pas d'intermédiaire qui se respecte, qui construit son indépendance stratégique et qui mette les gens autour de la table pour changer ces règles, ça n'arrivera pas parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de règles, c'est la loi du plus fort. Et je vous donnerai un autre exemple, parce qu'il n'y a pas que l'ONU. Non, mais monsieur, il n'y a pas que l'ONU. Il y a la Convention pénale internationale. Ce que vous dites, pourquoi vous coupez la parole, parce que ce que vous dites est intéressant. Vous dites non-alignement. Mais est-ce que vous pensez que messieurs Trump, Poutine et Xi Jinping vont trembler devant une Europe non alignée? C'est une vraie question. Alors, on leur demande pas de trembler devant nous. On demande déjà à Madame von der Leyen de pas vendre nos intérêts aux États-Unis. C'est quand même deux choses différentes. Personne n'est à la France insoumise, notamment dans une logique belliqueuse. On est dans une logique de recréation de liens et de désescalade. Il s'agit pas de faire trembler Monsieur Trump ou Monsieur Xi Jinping avec les 300 têtes nucléaires françaises. C'est pas de ça qu'on parle, monsieur. On parle juste que nous-mêmes, on est censé protéger nos intérêts stratégiques et notre indépendance, ce qu'on ne fait absolument pas. Parce qu'au moment où on est en train de parler du Venezuela et encore une fois de sa plus grosse réserve pétrolière mondiale, on oublie quand même que le Pentagone et M. Trump ont une note stratégique où il est marqué noir sur blanc. L'Union européenne agit contre ses intérêts. Elle se laisse grand remplacer. Nous allons aider l'Union européenne à changer et à agir pour le mieux. C'est marqué noir sur blanc qu'ils ont décidé en fait de se mettre dans les affaires démocratiques d'absolument tous les pays du monde, y compris nous.
Donc à un moment donné, il va falloir se réveiller. Et c'est ça qu'on dit. Quand vous dites non-alignement, très concrètement, quand on voit que c'est la loi du plus fort aujourd'hui qui prévaut pour ces 3 grands blocs, très concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire déjà, très concrètement, protectionnisme industriel et défense indépendante européenne, y compris dans le matériel. Parce que pourquoi on est contre l'augmentation brutale du budget de la défense aujourd'hui? Parce que 65% de cet argent, il part où? Dans les poches des États-Unis, puisque c'est eux qui fabriquent les armes. Pareil pour la signature du traité de libre-échange entre les États-Unis et l'Union européenne. Les États-Unis nous forcent à acheter 2 fois plus de gaz de schiste que ce qu'on achetait avant, 2 fois plus cher. Ils sont en train de mettre l'économie européenne à genoux. Donc déjà, si on commençait par protéger les intérêts de nos industries, de nos agriculteurs et à reconstruire une défense autonome, là on pourrait parler. Il ne s'agit pas d'aller attaquer les autres, mais de dissuader déjà les gens de nous attaquer, ce qui est déjà pas mal dans le contexte. Guillaume Carion. Bon, ma conviction, c'est qu'on est respecté si on est fort. Et l'Europe aujourd'hui a plus voix au chapitre parce que l'Europe ne pèse plus par rapport à des puissances impérialistes comme effectivement la Russie, la Chine et les États-Unis. Et la France ne pèse plus en Europe parce que la France ne pèse plus face à l'Allemagne. Et vous avez longuement parlé de l'accord commercial avec le Mercosur. La réalité de cet accord, c'est que c'est l'Allemagne qui a gain de cause, c'est l'Allemagne qui va exporter ses bagnoles et nous, on va devoir importer des produits qui respectent aucune de nos normes environnementales et sociales, des produits pourris qui vont pourrir les assiettes des Français parce que la France n'est pas respectée en Europe. Donc en fait, on fait partie d'un continent qui est en train de se déclasser par rapport au monde et nous, on est un pays qui se déclasse par rapport à l'Europe. Donc je crois que c'est ça la réalité aujourd'hui de la situation. Mais encore une fois, soyons pas naïfs. C'est-à-dire que la croyance européenne qui consiste à penser qu'on va exporter nos valeurs, que nos principes de paix, nos principes qu'on a voulu faire respecter pendant des années, aujourd'hui, en fait, ils sont plus écoutés par les Américains, par les Chinois. Ils n'ont rien à faire. Et l'Europe, aujourd'hui, se contente de réglementer, de mettre toujours plus de normes quand les autres inventent, quand les autres produisent, quand les autres sont en train de créer les géants du numérique, les géants de l'intelligence artificielle. Moi, j'ai le sentiment... Là, on parle de guerre et d'une économie américaine qui, malgré l'innovation, est en train de se fracasser. C'est ça que je suis en train de vous dire, avec tout le respect que je dois à tout le monde. C'est exactement ça que je suis en train de vous dire. Les États-Unis sont dans une bien plus mauvaise posture économique que la France. Ils ont aujourd'hui une dette colossale, privée comme publique, et s'ils perdent l'influence du dollar, mais essayez de comprendre ça. S'ils perdent l'influence du dollar, il s'effondre économiquement. C'est ça que j'essaye de vous expliquer. Jean-Luc Mélenchon répète lui-même que la dette publique n'est jamais un problème. Mais là, je vous parle de la dette privée notamment, de la dette publique, effectivement, mais qui est bien plus élevée. La dette privée à l'égard de leur fonds de pension à eux. Quand nous, notre dette, c'est à l'égard de leur fonds de pension. Donc on est beaucoup plus dépendant. Bien plus élevée que celle de la France. Le service de la dette américain, c'est-à-dire richesse produite qui doit être engagée pour rembourser la dette, est autour de 20% du PIB américain. Nous, on n'est qu'à 8%. Je vous donne des chiffres concrets. Les États-Unis, on a l'impression qu'ils sont toujours en très bonne forme. Ce n'est pas vrai, et il faut bien comprendre toutes les actions de Donald Trump de prédation de ressources vers le Groenland, vers le Venezuela, bientôt vers le Mexique, et en compétition monétaire avec la Chine. Il faut le voir comme ça. Ils seront prêts à mettre le monde à feu et à sang pour sauver leur économie. Mais la Chine, en s'implantant dans un très grand nombre de pays, quels que soient les continents, eux aussi, les Chinois, sont dans une forme de prédation des ressources dans les pays étrangers. Tout le monde fait ça. Les grandes puissances font ça. On arrive à l'heure des prédateurs. Ce que fait la Russie en Ukraine, c'est une tentative de hold-up sur un pays qui est riche. Et ce que font les États-Unis en Ukraine, c'est exactement la même chose. Vous savez que tous les fonds de pension américains sont aujourd'hui en train d'essayer de s'approprier les richesses ukrainiennes. La question qui est posée ce matin, c'est bien de s'indigner. Mais quand vous dites non-alignement, j'entends ce que vous dites, mais très concrètement, face à ces 3 blocs qui utilisent la force désormais pour s'étendre... La Chine n'a pas envahi, par exemple, le Congo pour lui piquer son cobalt. Effectivement, la Chine a une stratégie de prédation minière qui est claire. La Chine a la tentation de Taïwan. Excusez-moi, oui, non, mais Taïwan, c'est particulier. C'est pas pour envahir les ressources taïwanaises. Pardon. Il y a du cobalt à Taïwan, il y a du titane comme en Ukraine, il y a du tantal, il y a 20% des terres arables européennes. Aujourd'hui, ceux qui sont en train de dépecer plusieurs pays pour leurs ressources, ce sont les États-Unis et la Russie. Avec l'Ukraine. Il y a de la technologie à Taïwan. D'accord, monsieur, mais on ne parle pas de la même chose. Non, mais on parle pas de la même chose. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas bien ce qu'ils vont faire à Taïwan. J'ai pas dit le contraire. Mais ne mettez pas tout sur le même plan. Là, on parle de pays qui sont en train carrément d'envahir des pays pour leur voler leurs ressources. Et ce qui est en train de se passer en Ukraine, entre le deal russo-états-unien, quoi qu'on en pense, c'est exactement ça.
La Russie va partir avec une partie du gâteau, mais les fonds de pension américains, BlackRock, etc., sont déjà en train de négocier comment s'approprier le maximum d'actifs ukrainiens. Ce ne sont pas les amis des Ukrainiens, ce ne sont pas les amis des peuples. À un moment donné, il va falloir s'en rendre compte. Donc non-alignement, mais encore une fois, moi j'ai pas d'autre réponse que de vous dire qu'on n'est peut-être pas en taille aujourd'hui militaire de faire la guerre ni à la Chine, ni aux États-Unis, ni peut-être même à la Russie quand on voit comment on était incapable de supplanter les États-Unis sur le front ukrainien. Par contre, l'Union européenne reste une des plus grande puissance économique mondiale du moment qu'elle le réalise et qu'elle accepte de se protéger. Ce sera votre conclusion et la vôtre, Guillaume Carayon? Moi, j'ai le sentiment que vous avez une indignation à géométrie variable. C'est-à-dire que quand c'est des régimes qui sont en réalité vos alliés objectifs, c'est-à-dire le Venezuela, peut-être demain Cuba, qui tombent, là, effectivement, parce que c'est l'extrême gauche au pouvoir, parce que c'est un système oligarchique, parce que c'est un système corrompu, là, vous avez aucun problème. En revanche, Taïwan, qui est un régime, je viens de dire que je condamnais la potentielle invasion de Taïwan. Un régime démocratique, vous trouvez des circonstances atténuantes, celles que vous voulez mentionner. Taïwan n'est pas envahi pour l'instant, donc on en reparlera quand ce sera le cas. Et je viens de dire que je n'étais pas d'accord. Donc en tous les cas, ça fait débat. Merci à tous les deux. Alma Dufour, députée La France Insoumise de Seine-Maritime, et Guillaume Carayon, vice-président délégué de l'UDR, d'avoir débattu sur ce coup de force de Donald Trump et ses conséquences. On n'a pas fini d'en parler. Bonjour à vous, Valérie Expert. Bonjour Jean-François Aquili. Merci beaucoup. Bonjour à vous. Bonne année. Oui. Bonne année. Heureuse de vous retrouver, de retrouver nos auditeurs. Ça ne commence pas en douceur. Avec un 10h midi remanié, repensé. Vous allez voir, vous allez découvrir une nouvelle formule. Les débats à 10h30. À 10h, Félix Mathieu qui sera là pour C'est quoi le problème? Vous connaissez bien. Félix Mathieu. Absolument. Et évidemment, dans les débats, nous allons revenir sur ce dont vous venez de parler, le coup de force de Donald Trump. L'ordre mondial est-il remis en question? On va parler également de ce Dry January. Est-ce que vous allez pratiquer ce Dry January, c'est-à-dire arrêter? Oui. Pourquoi c'est terrible? Je sais pas. Et puis l'électricité, donc moins 5%. De qui se moque-t-on? Ça correspond à peine quelques euros. On reviendra sur tous ces sujets avec vous et plus que jamais, vous avez la parole sur Sud Radio 0826 300 300. Et bonne émission, nouvelle formule.